Bonsoir Jonathan et bienvenue à l'émission Studio 39. Bonsoir Jackie et merci de m'avoir invité. Vous venez de Hombourg-Budange qui est le siège de l'association Les Miettes, dont nous allons parler ce soir. Et expliquez-nous pourquoi cette association s'appelle Les Miettes. Eh bien c'est très simple. Souvent les gens ont du mal à s'investir au niveau associatif parce qu'on a l'impression d'être tout seul. On se dit, ah, je suis une petite miette, je ne peux pas faire grand-chose. Mais si jamais on prend une petite miette plus une petite miette, ça fait à la fin des milliers de miettes. Et tous ensemble, avec le liant de la fraternité, eh bien, on peut réussir à faire des choses superbes. Et l'idée des miettes, eh bien, c'est de dire, vous voyez, tout seul, si jamais vous vous mettez au niveau associatif avec d'autres personnes, on peut faire des projets qui sont vraiment chouettes. Et quel est le but de cette association ? Bien vivre ensemble, ce n'est pas quelque chose d'inné. C'est quelque chose qui s'apprend, qui se travaille sur le long terme. Aujourd'hui, on vit dans une époque où les choses vont très très vite, que ce soit au niveau technologique, mais aussi au niveau de la manière de notre perception du monde. Et des fois, il est difficile pour les différentes générations de se retrouver. L'objectif de notre association est d'encourager le lien social, le lien intergénérationnel, apprendre aux gens à se comprendre, à travers finalement les différents projets qu'on peut mettre en place et la valorisation du tissu associatif. Et combien y a-t-il de membres ? Alors, il y a une quinzaine de membres actifs et une quinzaine de membres sympathisants. Et vous êtes financé comment ? Alors, il y a 3 sources de financement. La première source, c'est les dons donnés par les membres sympathisants qui nous ont aidés notamment à mettre le pied à l'étrier, à démarrer l'association. La deuxième source de financement, c'est le financement public. Et je voudrais au passage remercier le Conseil général qui nous a aidés à financer et à mettre en place cette exposition. Et la troisième source de financement, c'est toutes les structures qui bénéficient de cette exposition, notamment en l'invitant sur leur territoire. Pourquoi vous lancez-vous dans une campagne de sensibilisation aux écrans vidéo ? C'est très simple. Aujourd'hui, les écrans sont devenus incontournables à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau de notre communication. Je pourrais même dire que c'est, pour beaucoup de personnes, devenu les nouvelles places publiques. À l'époque, il y a une trentaine d'années, moi j'ai beaucoup travaillé dans les villages avec les anciens, il y avait la place du marché, les gens se retrouvaient, parlaient. Aujourd'hui, la nouvelle place de marché, c'est un peu les réseaux sociaux. C'est ça. Et cette nouvelle place finalement du marché, il y a des gens qui sont dedans tout le temps, il y a des gens qui en ont peur et qui n'y vont jamais. Le problème, c'est que souvent, c'est des générations différentes qui ont du mal du coup à se retrouver puisqu'ils sont sur des marchés différents. Il y a aussi une autre raison pour laquelle finalement on a tenu à monter cette exposition, c'est qu'aujourd'hui, si on va sur Internet par exemple, ou si on écoute la radio ou la télé, tout le monde parle des écrans. Oui. On trouve ce sujet vraiment partout, mais la surinformation quelque part, c'est de la désinformation. Et c'est très difficile pour une personne aujourd'hui, que ce soit un professionnel, que ce soit un parent, que ce soit un jeune, de trouver une information sur laquelle il puisse vraiment se construire. Parce qu'il peut, en tapant un autre mot-clé, tomber sur une information complètement contradictoire. L'idée de cette exposition, c'est réellement de donner un lieu où finalement on puisse avoir des informations sur lesquelles on puisse se poser et réfléchir et qui ont été vérifiées moult fois. Est-ce que vous abordez la partie téléphone portable, les iPhones par exemple, les nouveaux Tout à fait. téléphones Donc on a travaillé avec une association de médecins en France qui a fait toute une campagne justement sur les téléphones et notamment au niveau des ondes. Oui. On est pour apprendre à, par exemple, éteindre son téléphone, ne pas le mettre sous son oreiller ou des autres choses de ce style-là. Et aussi, finalement, la place que le téléphone peut avoir dans notre vie. À quoi, finalement, sert le téléphone aujourd'hui ? Est-ce que ça reste un outil pour communiquer au niveau professionnel ou quand on a un besoin ? Ou est-ce que c'est un outil de plaisir, de jeu ? Ou est-ce que... voilà. Donc, toutes ces questions-là, on en parle avec les jeunes, les moins jeunes. Et on se rend compte que beaucoup de gens, suivant les générations, ont un rapport différent avec le téléphone. Et encore une fois, on essaye un peu de faire une exposition qui s'adresse à toutes ces générations. Est-ce que vous parlez, par exemple, au sujet du pistage par téléphone, quelqu'un qui possède un iPhone est suivi à distance par des opérateurs qui se situent notamment aux États-Unis et que tout ça est utilisé pour... finalement récupérer des statistiques pour faire consommer les gens dans divers domaines. Est-ce que vous abordez ces problèmes-là ? Tout à fait. Aussi. Votre question est très très intéressante parce qu'elle soulève une question bien plus profonde, c'est la notion de vie privée. Oui.
On a beaucoup travaillé avec cette exposition, donc avec les jeunes dans des collèges, dans des lycées. Et quand on arrive à cette notion de vie privée, donc là, vous mettez sur le débat finalement que, voilà, avec un téléphone, on pourrait être pisté partout, donc on est pisté, vie privée. Oui. La même chose par rapport aux réseaux sociaux, au niveau de Facebook et aussi, tout ça. oui. On peut très facilement, même dans les messages privés qu'on écrit, aujourd'hui avec Gmail, qu'on envoie un message privé, les mots sont récupérés pour des fins publicitaires. C'est ça. Et quand on pose la question aux jeunes, mais est-ce que pour vous, la notion de vie privée a encore un sens? Ce qui était intéressant, c'est que pour beaucoup de jeunes, ce n'est plus le cas. Donc, pour des personnes qui ont eu l'habitude d'avoir une vie privée, ça peut nous offusquer, mais pour des gens qui n'ont jamais eu de vie privée, et c'est là que ça devient quelque chose d'intéressant, ce n'est pas inné. C'est vraiment quelque chose qui s'apprend dans l'éducation, ils n'en éprouvent pas le besoin. Donc on a été confronté à beaucoup de jeunes qui, pour eux, ça ne leur pose absolument pas problème de savoir que des personnes utilisent toutes ces données pour des fins publicitaires ou autres. Ils n'en voient pas du tout le danger, ou autre. D'accord. Et est-ce que vous voyez un danger dans ces nouvelles technologies? Alors, encore une fois, donc, au niveau de l'outil, l'idée de cette exposition, ce n'est pas de dire que les écrans, c'est quelque chose de dangereux ou les écrans, c'est quelque chose de pas dangereux. C'est un outil comme la voiture. Quand il y a eu le boom de la voiture, au début, il y avait quelques personnes qui roulaient en voiture, les voitures ne roulaient pas trop vite, il n'y avait pas de permis de conduire. À un moment donné, les voitures, il y en a eu beaucoup. Il a fallu faire une réglementation et apprendre aux gens simplement que voilà, si on boit trop d'alcool, c'est dangereux pour rouler. Mettre des choses comme ça. Et je pense que c'est pareil au niveau des technologies. Je pense que les écrans, s'ils sont un prolongement de nos capacités, un prolongement de ce qu'on sait faire et de ce qu'on veut faire, alors c'est un outil formidable. Aujourd'hui, on utilise une caméra pour faire ce reportage. Il va passer finalement sur un écran et donc il va permettre aux personnes de connaître un petit peu cette formidable exposition. Mais les écrans peuvent être utilisés pour des fins de renfermement sur soi, pour des fins communautaires, pour des fins finalement publicitaires. Et là où le bas blesse, et c'est là que c'est très intéressant, c'est que la plupart des gens qui utilisent les écrans pensent que c'est un acte innocent. Ce qu'on veut essayer de leur faire comprendre, c'est que c'est un outil et que les personnes qui travaillent derrière cet outil sont des personnes qui ont besoin de vivre, que derrière il y a un commerce, et que simplement si on apprend à comprendre comment ça fonctionne, alors ça peut devenir une chance. Il y a beaucoup de métiers qui n'existent pas aujourd'hui et qui existeront demain et qui font partie de cet outil. Par exemple, au niveau de tout ce qui est la gestion des données, la gestion du patrimoine. Il y a énormément de choses comme ça qui vont devenir vitales d'ici quelques années. Mais cet outil peut être aussi très mal utilisé si on s'en sert pour se replier sur soi, pour fuir ses responsabilités, pour s'enfermer sur nous-mêmes ou pour rejoindre des personnes qui finalement pensent comme nous. Quels sont les moyens que vous allez utiliser pour faire votre exposition? Cette exposition va se baser sur 25 panneaux qui va être séparés en 3 stations pour une lisibilité pour tout le monde. La première station sera la station historique. On a tenu vraiment pour qu'à toutes les générations on s'y retrouve, à expliquer un petit peu l'évolution sur ces 100 dernières années des écrans, dans la vie de tout le monde. La deuxième station a pour objectif de reprendre un peu tout ce qui a pu être dit par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par des médecins, par l'Académie des sciences, qui ont du mal à avoir de la visibilité sur leur contenu. Notamment parce que des fois, il manque aussi de pédagogie. Donc l'idée, c'était aussi de vulgariser de manière positive, de rendre ludique des contenus des fois adressés à un public assez intellectuel pour que tout le monde puisse avoir accès à ces notions qui me paraissent extrêmement importantes à comprendre, dans le domaine de l'éducation notamment. Qui est concerné par cette exposition? À mon humble avis, je pense que vraiment tout le monde est concerné. Parce que tout le monde a quelque chose à apprendre sur le sujet. Par exemple, les jeunes parents qui souvent vont acheter une tablette tactile à leur bébé de 2 ans ou 3 ans et qui se disent mon enfant de 3 ans, 4 ans va savoir lire, compter, même avant d'aller à la maternelle. Est-ce que c'est de la fiction? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est un bien pour l'enfant? C'est des questions. L'adolescent qui va se poser une question, partout mes parents me disent que je ne devrais pas jouer qu'à des jeux violents et pas faire uniquement exploser des crânes. Est-ce que réellement c'est dangereux pour ma santé ou pour psychologique? Alors j'en reparlerai tout à l'heure. Les anciens, pour qu'ils apprennent aussi à comprendre ce qui arrive au niveau des jeunes et qu'ils puissent aussi les accompagner et se mettre quelque part à la page. Et les éducateurs, les professeurs qui finalement se retrouvent avec des écrans au quotidien et qui ne savent pas toujours comment les gérer.
Et donc, à partir de là, je pense que vraiment tout le monde est concerné. Vous avez l'expérience d'exposition, hein. Je voudrais savoir comment vous mesurez l'impact du message que vous faites passer au travers des expositions que vous faites. Alors, comment on mesure l'impact? Je vais vous donner des exemples précis. Tout d'abord, on mesure l'impact par les gens qui viennent directement voir l'exposition. On a des retours donc de toutes les tranches d'âge. Les plus difficiles à faire venir, quand c'est en dehors du cadre scolaire, souvent c'est les jeunes, parce que, paradoxalement, vu qu'ils sont tout le temps dans les écrans, ils s'imaginent tout comprendre et tout connaître. Alors, une des questions qui marque beaucoup les jeunes, c'est la question « les jeux violents rendent-ils violents ?» Donc, j'en parlais tout à l'heure, maintenant je vais un peu parler sur ce sujet, parce que je pense qu'il y a des téléspectateurs qui seront intéressés donc, par notre point de vue. Sur Internet, si jamais je suis un jeune et que je veux démontrer à mes parents que les jeux violents ne rendent pas violents, je vais taper dans Google, je vais faire des recherches et je tomberai sur des scientifiques et des articles qui vont dans mon sens et qui démontreront que les jeux violents ne rendent pas violents. Si jamais maintenant je suis un parent ou un éducateur et que je veux prévenir les jeunes, je vais taper sur Internet les mêmes mots et je vais tomber sur des articles qui iront dans mon sens et qui diront que les jeux violents rendent violents. L'objectif de cette expo, c'est de ne pas dire que les jeux violents rendent violents ou ne rendent pas violents, mais c'est de montrer que la violence ne rend personne indifférent. Des études ont été faites par l'Académie des sciences en France il y a 2-3 ans, qui sont à mon avis très abouties, et qui démontrent que finalement, sur une population lambda, qui sont confrontés à des images violentes, que ce soit à travers le jeu, mais aussi à travers les informations, à travers les séries qui sont de plus en plus violentes, à travers les films, eh bien l'impact de cette violence à l'image va être différente suivant les personnes. 30% à peu près de la population va effectivement développer un comportement plus violent parce que cette violence à l'image va simplement la valider à ses yeux. Et donc, quand il sera dans un contexte violent, il aura tendance à reproduire ce qu'il voit. Mais 60% de la population va se victimiser. Et effectivement, autour de nous, à force d'écouter les informations, de regarder la télé, de regarder des films qui sont toujours plus violents, on a l'impression qu'on vit dans un monde extrêmement violent. Et donc, on va plutôt se replier sur soi-même. Et bien, ça va permettre aux jeunes d'aller plus loin, de se rendre compte que la vraie question, c'est de se dire « mais est-ce que je me suis posé la bonne question ?» D'accord. Ça, c'est par rapport aux jeunes. Par rapport aux parents, les parents sont souvent... ne savent pas comment réagir par rapport aux écrans. On a beaucoup de parents qui viennent nous voir et qui nous disent « mais comment réussir à ne pas donner de téléphone portable à mon enfant de 11 ans parce que j'ai peur qu'il soit désociabilisé ». C'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'amis. Et avec cette expo-là, on va essayer d'expliquer à ces parents-là que ce n'est pas parce qu'on protège son enfant et qu'on ne donne pas à son enfant de 9 ans un jeu violent interdit aux moins de 18 ans, ce n'est pas pour autant que son enfant va être désocialisé. Bien au contraire, un enfant qu'on va développer sur d'autres sujets, qu'on va apprendre à lire, à sortir, à faire plein d'autres choses, va souvent être un leader dans sa classe, parce qu'il aura une ouverture d'esprit que d'autres n'ont pas. Chez les jeunes, on va avoir beaucoup de témoignages, des témoignages de jeunes qui justement vont nous dire « Ah bah tiens, moi j'ai 13-14 ans, j'ai toujours pas de téléphone, mais je fais de la pâtisserie, je fais ça, et puis j'ai plein de copains, plein de copines, je vais très bien, je suis bien dans ma peau. » Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir quantifier par rapport au retour direct. Ensuite, il y a les retours indirects, c'est-à-dire que les structures qui nous invitent, les collèges notamment, les lycées, les centres socioculturels ou autres, vont simplement faire des enquêtes. Après notre départ, ils vont poser des questions aux gens qui sont venus, aux jeunes, pour avoir des retours. Et on a souvent de très bonnes retombées. Jonathan, face caméra, dites à nos téléspectateurs pourquoi ils doivent se rendre à l'exposition à la médiathèque de Cattenom du 9 au 21 septembre, exposition donc organisée par Les Miettes. Ben moi, j'encourage les téléspectateurs à venir voir cette exposition parce que c'est le résultat de 2 ans de travail, d'investigation, et que cette exposition va mettre dans un même lieu des réponses à des questions que tout le monde se pose. Et c'est déjà une première raison. La deuxième raison, c'est qu'autour de l'exposition, il y a beaucoup d'activités qui ont été mises en place. Il y a notamment une fable ludo-éducative qui a été faite pour les enfants avec un conteur et qui est très sympa. Il y a un concert-débat qui est fait pour les plus grands, qui s'appelle Une vie à la con, et qui va vous permettre aussi un peu de débattre et de discuter autour de ça. Il y a aussi une ludothèque qui nous accompagne avec des jeux de société. Donc il y aura des tables d'animation pour tous les âges. Et je pense que ça va être un moment extrêmement sympathique. Et donc je vous encourage vivement à venir voir cette exposition. Merci Jonathan pour votre intervention à notre émission Studio 39. Bonne soirée et à bientôt. Merci Jackie et à bientôt à l'expo. Bien sûr. Au revoir. Au revoir.